Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'affaire Dreyfus, qui révèle les forces rivales à l'œuvre pour rétablir la monarchie et l'Église au pouvoir, ou pour consolider et faire avancer les idéaux non réalisés de la Révolution française de 1789. Cet événement est considéré comme le déclencheur du mouvement qui conduit à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. L'affaire ébranle la France dans ses fondements et conduit à un réexamen généralisé de ses valeurs républicaines. Vous voulez en savoir plus sur l'affaire Dreyfus? Venez avec moi. L'affaire Dreyfus est liée à l'intensification de la lutte cléricale et anticléricale menée entre les forces catholiques et républicaines, après l'écrasante défaite française de 1870 face aux Prussiens. Cette défaite militaire porte un coup à la fierté nationale, entraîne l'annexion de l'Alsace-Moselle et contribue à la baisse du moral des militaires français. D'une part, les partisans de la gauche politique anticléricale attribuent la défaite à l'influence continue de l'Église dans les établissements d'enseignement supérieur. D'autre part, ceux qui soutenaient l'Église et la monarchie voyaient dans la défaite un signe de jugement sur une nation qui s'était détournée de Dieu et du droit divin des rois. Ces deux forces opposées allaient lutter pour la domination, et le capitaine Dreyfus, 1859-1935, allait devenir un pion involontaire qui galvanise les deux camps dans la lutte pour la forme de gouvernement français. L'arrestation, le procès, l'exil, la disculpation et la réintégration de Dreyfus iraient creuser le fossé entre la gauche et la droite politique. Le capitaine Dreyfus, juif d'Alsace-Lorraine, une région longtemps contestée, qui était revenue sous contrôle prussien après 1870. Il devient un bouc émissaire pour attribuer la responsabilité de la défaite peu glorieuse de la France, et révèle le fossé entre les partisans de l'Église et les partisans d'une république laïque. L'incident commence par un bordereau secret découvert dans une corbeille à papier par une femme de ménage et adressé à l'attaché militaire allemand de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Le bordereau, rédigé en français, contenait des informations sur divers aspects de l'armée française. Artillerie, placement de troupes, une discussion sur l'obtention d'informations sur un manuel d'utilisation de l'artillerie de campagne. Le capitaine Dreyfus était affecté à une unité d'artillerie et on le soupçonne d'être l'auteur du bordereau, notamment parce qu'il était juif. Il fut arrêté et accusé de trahison. Au début, l'affaire suscite peu d'intérêt, mais elle fut enflammée par des éléments de la presse antisémite, notamment la publication catholique La Croix, qui appelle à l'expulsion des juifs de France. Les détails de l'affaire Dreyfus ont non seulement fasciné le public français, mais ont également eu un retentissement international. Le romancier et dramaturge français Émile Zola publie en 1898 son célèbre J'accuse, une lettre ouverte, élégante et cinglante, adressée au président français Félix Faure. Cette lettre fut publiée dans le journal L'Aurore pour défendre Dreyfus. Zola dénonce le coup monté contre Dreyfus par la hiérarchie militaire et présente l'affaire comme une lutte entre la liberté et le despotisme, la lumière et les ténèbres. Il s'adresse au président avec respect et gratitude pour l'informer de ce que Zola considérait une tache sur le nom du président. Cette abominable affaire Dreyfus. Zola informe le président du procès et de la condamnation de Dreyfus, néant de l'accusation, et décrit l'intrigue avec tous les éléments d'un roman policier nécessaire pour captiver le public. Complicité au plus haut niveau militaire, conspirateur dans l'ombre, faux documents, lettres anonymes, femmes mystérieuses, preuves fabriquées et réunions secrètes. Il met en garde les Français contre la dictature. Il raconte que le capitaine Dreyfus avait été condamné pour trahison, traduit en cour martiale, humilié publiquement, déchu de son grade dans la cour de l'école militaire et exilé sur l'île du Diable, avec la complicité de l'Église et de l'armée. Il révèle que ce n'est que lorsque le colonel Sander meurt et fut remplacé par le colonel Picard à la tête des renseignements que la vérité fut révélée sur le fait que le commandant Esther Hazy était le véritable traître. Même à ce moment-là, les militaires refusent de réouvrir l'enquête de peur que la condamnation d'Esther Hazy n'entraîne une révision du procès judiciaire de Dreyfus. Picard fut envoyé en mission à l'étranger, notamment en Tunisie, pour faire taire sa voix instante et son plaidoyer en faveur de l'innocence de Dreyfus.
L'état-major ne pouvait avouer son crime, car cela entacherait la réputation de l'armée, encore sous le choc de la défaite de la guerre franco-prussienne. Il fallait à tout prix éviter de perdre la face et d'être méprisé par le public. La condamnation, la dégradation et l'exil de Dreyfus sur l'île du Diable allaient déclencher sa défense par les républicains. Zola cite des noms en commençant par le lieutenant-colonel de Paty de Clam, l'officier judiciaire de l'affaire, le plus coupable dans l'affaire, et qui menace la femme de Dreyfus afin qu'elle se taise. Zola reproche à d'autres officiers militaires comme Sander, Mercier, Boisdevifre et Gons d'avoir commis des erreurs judiciaires, d'avoir été complices de ce qu'il considérait comme l'un des complots les plus diaboliques du siècle, d'avoir dissimulé les preuves de l'innocence de Dreyfus, et d'avoir commis le crime par ferveur catholique et par partialité d'enquête. Il accuse 3 graphrologues de fraude dans leur analyse des documents, accuse le ministère de la Guerre d'utiliser la presse pour influencer l'opinion publique, et condamne la première cour martiale pour avoir introduit des documents secrets conduisant à l'acquittement du coupable. L'énorme influence de Zola contribue à l'acquittement final de Dreyfus et fournira plus tard un soutien au raisonnement et à la défense de la loi séparant l'Église catholique de l'État. Plusieurs références figurent en bonne place dans J'accuse et démontrent les influences religieuses sous-jacentes suspectées dans la façon dont l'affaire fut menée. Selon Zola, le général Boisdeffre, chef d'état-major général, semble céder à ses vues cléricales. Le lieutenant-colonel du Paty de Clam fut accusé de s'abandonner au spiritisme et à l'occultisme et de parler avec des esprits. Les généraux Gons et Mercier furent également soupçonnés de céder à leurs passions religieuses. Du Paty de Clam fut en outre accusé de faire partie d'un milieu clérical qui souhaitait chasser les juifs qui déshonoraient l'époque. Zola décrit l'affaire comme un crime se cachant derrière l'antisémitisme. Le scandale fut perçu comme une menace pour la société et la survie de la République dans laquelle, selon Zola, les droits de l'homme risquaient de mourir. Pour son action, Zola fut condamné pour diffamation et s'exile en Angleterre pendant 1 an. Cependant, il n'y avait pas de retour en arrière possible, car les anti-Dreyfusards et les Dreyfusards défendent leur position. Les anti-Dreyfusards avaient le soutien de l'Église et de l'armée persuadés de l'existence d'un syndicat regroupant les forces anti-France, juives, protestantes et francs-maçonnes. Les Dreyfusards avaient le soutien d'écrivains, d'artistes et de scientifiques. Les radicaux, les libres penseurs dénonçaient l'alliance de l'Église et de l'armée. Les appels à l'expulsion de tous les juifs de France se firent plus insistants. L'affaire et sa résolution finale, y compris un second procès en 1899, laissent la France ébranlée dans les esprits de beaucoup, puisque c'étaient des anticléricaux et non des hommes d'église qui avaient sauvé un innocent de l'île du diable. On en déduit que les catholiques, en dernier ressort, faisaient passer l'opportunisme avant la vérité et l'ordre avant la justice. C'était oublier que certains hommes d'église, bien que relativement peu nombreux, soutenaient Dreyfus et que le colonel Picard était catholique. Cependant, tout cela alimente le récit qui continuerait à opposer les forces anticléricales à leurs adversaires cléricaux. Le pape Léon XIII, 1878-1903, avait auparavant exhorté les catholiques français à soutenir la République, mais les effets de l'affaire Dreyfus avaient largement annulé ces efforts. Cette politique de ralliement des catholiques à la République put sembler à un moment donné une chance à une République modérée. Mais en 1898, suite à l'affaire Dreyfus, de nombreux républicains renforcent leur engagement anticlérical. Comme un autre faux semblant, mais en plus sinistre, l'affaire Dreyfus, qui dure vraiment longtemps, suscite passion et préjugés dans le monde entier. En France, l'enchaînement des méfaits, trahison, parjure, faux, suicide, injustice manifeste, recrée le clivage des 2 France qui réapparaissait toujours au moment critique. Élu Premier ministre en 1899, Valbec, Rousseau prit une décision politique contre l'Église parce qu'il avait vu comment le clergé faisait de la politique contre la République. Lors de son premier procès en 1894, la condamnation de Dreyfus avait été prononcée à l'unanimité. Depuis lors, les preuves de l'innocence de Dreyfus étaient devenues accablantes. Dreyfus fut condamné une seconde fois en 1899, mais sans l'unanimité des juges avec des circonstances atténuantes. Il fut gracié après la seconde cour martiale avec le consentement du président Émile Loubet, 1838-1929.
Le gouvernement justifie sa décision de gracier Dreyfus par la détérioration de sa santé après 5 ans d'exil et d'emprisonnement sur l'île du Diable. Waldeck, Rousseau et Loubet furent tous deux considérés comme des traîtres et des ennemis de l'Église. Les partisans de Dreyfus continueraient leur lutte pour sa réhabilitation totale, ce que la grâce ne permettait pas, et il sera finalement réintégré dans l'armée en 1906. Une première mesure contre l'Église fut prise en 1901 avec la loi sur les associations qui exigeait une autorisation gouvernementale pour les ordres d'enseignement religieux. Le refus de l'autorisation entraîne la fermeture et la confiscation des biens et contraint de nombreux religieux à l'exil. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'Église ne fût soumise à une pression plus intense. Émile Combes, qui succède à Waldeck-Rousseau, applique la loi à la lettre. Le Parlement rejette la plupart des demandes d'autorisation des congrégations religieuses et les relations diplomatiques avec le Vatican en pâtissent. En 1899, René Waldeck-Rousseau, à la suite du chaos politique provoqué par l'affaire Dreyfus, fut appelé à diriger le gouvernement en tant que président du Conseil. Enfin, en 1905, une législature républicaine radicale soucieuse des diatribes de la Croix et autres publications similaires vote la séparation de l'Église et de l'État. Des siècles de lutte religieuse avaient sans surprise engendré beaucoup de cynisme et de méfiance envers la religion en France. L'affaire Dreyfus pendant la Troisième République illustre le conflit entre les forces cléricales monarchistes et anticléricales républicaines. La loi de séparation de 1905 abroge le concordat napoléonien de 1801 qui avait favorisé le catholicisme, le luthéranisme, le protestantisme réformé, puis le judaïsme. Le statut acquis par les confessions religieuses reconnues dans le cadre du concordat ne fut pas accordé aux autres confessions qui furent réprimées pour avoir été des confessions non reconnues. La liberté accordée par Napoléon n'était pas libérale, elle était un moyen de gouverner. Le premier article du Concordat interdit le ministère en France à tous les étrangers, ce qui entrave gravement l'expansion évangélique dans le pays. Le code pénal napoléonien sanctionne sévèrement toute possibilité de rassemblement en dehors des confessions religieuses officielles. La France connut une longue et délicate transition vers la liberté religieuse. Cette lutte épuisante explique le faible développement de l'évangélisme en France. Cependant, les évangéliques acquirent un nouveau statut grâce au soutien de nombreux leaders évangéliques au capitaine Dreyfus pendant l'affaire. Les églises évangéliques connurent un élan avec des campagnes d'évangélisation largement organisées. Les baptistes et les indépendants furent les plus actifs en politique avec plusieurs sénateurs influents jusqu'en 1905. L'accent fut mis sur la moralité et la justice économique, et l'on assiste à une augmentation sans précédent de l'évangélisation protestante en France, alors que l'Église catholique est considérée comme hostile à la République. À leur petite échelle, les protestants évangéliques ont pleinement profité du déficit des élites au sommet de la République, dû à la querelle temporaire avec l'Église catholique. L'affaire Dreyfus reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire de France, qui conduit à la séparation de l'Église et de l'État, et contribue au principe de la liberté de religion et de la liberté de conscience en France. Comme on l'a vu, il est peut-être difficile d'apprécier l'importance de l'affaire plus de 100 ans après son déclenchement. Pourtant, les historiens modernes continuent de la présenter comme une contribution majeure à la nécessité d'établir une république laïque dans laquelle la liberté, l'égalité et la fraternité pourraient prévaloir pour tous les citoyens sans distinction de croyance ou sans croyance. L'affaire a rendu possible une coalition de tous les défenseurs de la République. Même après que Dreyfus ait été innocenté, l'affaire continue à diviser la nation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.